Et on dit bonjour à YouTube, évidemment. Donc salut YouTube. Alors nous allons, cher public, nous intéresser à cette expo, comme je vous disais, consacrée aux toxins et sirènes. Attendez, il faut que je vous refasse le petit effet de fou. Regardez. Voilà, trop cool. Et c'est une expo donc, qui a été faite par... Attendez, est-ce qu'il y a des petits... c'est quoi ça? Ah, des informations. Très important. Toxins et sirènes, archives départementales de Seine-Maritime. À Rouen. Donc, une petite expo. C'est trop bien. C'est chouette. Non, je voulais un truc, hein, comme je vous disais, un petit peu différent de l'histoire de l'art. Et je me tiens une expo sur les archives, l'histoire. C'est intéressant parce qu'en gros, je me dis, bah voilà, comment on expose l'histoire et aussi comment on expose un son. Enfin, comment on expose une problématique qui est liée au son. Parce que ça, c'est intéressant, je trouve. Le sujet, en fait, sur le coup, quand j'avais vu, parce que quand je cherche des expos virtuelles à vous faire, là, le titre m'avait capté. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de voir comment ils ont traité ce sujet-là. En plus, une expo virtuelle, une vraie expo virtuelle dans la salle, je trouve ça cool. Tu vois, je trouve ça chouette. Et quand ce sont des sujets un petit peu étonnants comme ça, forcément, moi, ça m'attire. Enfin, il y a ce côté... on sort un peu des sentiers battus pour essayer de faire des choses... voilà. C'est YouTube pour dire bon anniversaire à la chaîne Twitch de Sabine en commentaire. Mais tout à fait, dites en commentaire bon anniversaire à la chaîne Twitch. Donc voilà. Et en plus, forcément, c'est un sujet moi qui me parle un peu avec mon activité de pompier volontaire. Je me suis dit, bah voilà, c'est cool. Je me suis dit que pour aujourd'hui, en plus, c'était parfait parce que du coup, c'est une expo que je trouve très personnelle, qui me parle. Voilà. Si ça vous parle pas, je suis désolée. Mais si ça va vous parler, je suis sûre. Alors par contre, les gars, j'ai juste... Comment ça commence où? Après, tu me diras, on commence où on veut. Ouais. Alors, toxin et sirène. Alors déjà, lui, il me fascine. Faut qu'on aille le voir, lui. Hein. Bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce qu'il y a une petite... non, il n'y a pas de petit texte avec toi, monsieur? Bon, bah, salut, Cassos. Allons voir le texte. Ici, par exemple. Hop. Ah, c'est le 6. Attends, mais il faut trouver le ing. Où est le ing? Ing. Attends. 3. Quoi? Pourquoi Au secours. Attends. On va trouver le 1. Il est là. Regarde. Voilà. On y est, les gars. Tout va bien se passer. Voilà. Tout va bien. Attends, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh, regarde. On visite les bureaux. Ah. Bonjour. On se casse. Mais c'est rigolo. Voilà. Donc, non mais c'est intéressant, ça te permet de voir à quoi ressemblent des archives. Voilà. Moi aussi, ça me touche. En effet, j'étais à la Pompillière. Ah, elle est bonne. En plus, j'ai compris. C'est bon. Ah, mais attends, mais il y a trop de trucs, là. C'est hyper grand, en fait. Attends. Non, on va retourner sur le 1, parce que là, on va partir dans tous les sens. Ah, c'est bien. Nous pouvons vérifier qu'ils ont du gel hydroalcoolique. C'est bon. On peut y aller. Voilà. Alors, c'était une expo qui s'est terminée il y a 1 an. Histoire de la protection des populations. Ça, c'est un bon thème. Donc, allons-y. Toxins et sirènes, bonjour. Alors, le risque est l'association d'un aléa, tempête, incendie, et de ses conséquences sur la population, les bâtiments ou l'environnement. Si le risque n'est pas forcément synonyme de danger, il peut avoir des conséquences dramatiques autant humaines qu'écologiques ou économiques. La Seine-Maritime n'est pas un territoire présentant davantage de risques que d'autres départements français. Cependant, le chat qui râle. Sa population y est plus exposée qu'ailleurs à certaines catégories de risques. Si les risques volcaniques ou sismiques y sont absents, un volcan à Rouen, t'imagines? Non, j'imagine pas. Ceux liés aux vagues de submersion sur le littoral, au creux de la Seine, aux accidents industriels urbains ou nucléaires sont bien plus présents. Face aux risques,
L'enjeu est de savoir comment prévenir, intervenir et former. Il s'agit par conséquent de disposer des moyens d'intervention adaptés. Services départementaux d'incendie, de sécurité, sécurité civile, etc. D'organiser les différents acteurs impliqués, services de l'État, collectivités territoriales, etc. Mais aussi de tirer les conséquences d'un événement pour agir en amont, parce que j'ai du mal à lire là comme ça. En amont, soit dans la réglementation, soit en effectuant des aménagements défensifs, consolidation de falaises, aménagement de berges. Enfin, la gestion des risques implique d'informer la population de leur existence, de donner les réflexes nécessaires pour limiter leurs conséquences sur la population. Si le développement de la gestion du risque est un phénomène récent, la Seine-Maritime a connu plusieurs grands événements marquants qui ont laissé des traces dans les archives. De la tempête qui frappa Montville le 20 août 1845 à l'incendie des entrepôts Lubrizol et Normandie Logistique le 26 septembre 2019, en passant par les crues de la Seine en janvier 1955, cette exposition propose de revenir sur l'histoire du risque dans le département et de son impact sur les populations. Et puis en plus, Lubrizol, ça avait généré beaucoup de renforcement d'équipe. Il y avait il y a une partie des équipes de maquetteurs qui sont évidemment parties en renfort, parce que Lubrizol, en plus, la problématique, c'est que quand tu as un feu industriel comme ça, ce qui est chiant, en plus c'est un truc chimique, donc c'est chiant parce que ça reste alimenté, mais en plus il faut vite remplacer les équipes qui se fatiguent énormément. Donc c'est une logistique particulière à prendre en compte. Tant que c'est pas le pompier qui touche. Oh là là. Moi aussi ça. Les vaisseaux, c'est chiant, je te jure. Donc là on a visiblement la représentation d'un feu, d'un grenier, et on voit, quand même, regarde, l'échelle et tout, ils ont ici une pompe, alimentée depuis c'est la Seine, oui, et hop. L'appareil est en 53. Incendie, asphyxie, électrocution, noyade, accident. Appelez les pompiers de Dieppe. Le tel... Ah, c'est marrant, le téléphone, c'était 11 00. Attends, on peut se placer là. Oh là là, t'imagines... garde d'échelle, quoi. T'imagines les gens qui montaient là-dessus. Impressionnant. Attends, il y a peut-être un... Alors, donc sur celle de gauche, donc sur cette gravure, on voit l'utilisation d'un des premiers modèles de pompe à eau pour éteindre l'incendie d'un bâtiment commercial situé sur la rive gauche de Rouen. C'est une des premières représentations du travail de garde-pompe en Normandie. Et oui, parce que ça vient de là, le mot pompier. Chute de l'obélisque de Notre-Dame de Rouen. L'obélisque ? Oui, c'est une flèche. Pourquoi il parle d'une obélisque ? Ah, c'est une flèche. Le 15 septembre 1822, la foudre s'abat sur la flèche en bois de style Renaissance de Notre-Dame de Rouen. Une flèche en fonte de style gothique vient la remplacer à la fin du XIXe siècle. Épargnée par l'incendie de 1944, elle est amputée de l'un de ses clochetons lors de la tempête de 1999. Ce dernier, en tombant, provoque d'importants dégâts dans la toiture. Heureusement qu'elle a tué personne, surtout. Ouais. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a comme document d'archives ici ? Hop. Non, je me suis trop éloignée. Ici, plutôt. Ah, c'est mieux où, là ? Là ? Donc, on a de la photographie, il y a de la crue. C'est quoi, ça ? Non, c'est pas le... C'est le document à droite, c'est pas grave. Oui, d'accord. Ok. Ah, par contre, c'est pas mal le système de vouloir mettre en gros plan les images, parce que depuis la vitrine, c'est pas facile. Mais c'était le document de droite, ça. Et il y a eu... Attends. Du coup, ça. Ah, d'accord. C'est juste qu'ils mettent l'accent que sur cette œuvre-là. Ok. L'incendie du théâtre des Arts de Rouen.
Donc, 25 avril 1976, un violent incendie se déclare lors d'une représentation d'Hamlet suite à un incident technique. Oh, putain, quel enfer. Les flammes dévorent rapidement le bâtiment, provoquant la panique chez les spectateurs, certains sautant par les fenêtres pour s'échapper. Au total, 8 personnes trouveront la mort et le bâtiment entièrement détruit sera reconstruit peu de temps après. Ça c'est impressionnant, le feu qui... On en discutait avec des collègues pompiers l'autre jour, et c'est vrai que c'est impressionnant le réflexe de... Enfin, la peur qui va pousser les gens à sauter plutôt qu'à essayer de se barricader, tu vois, en essayant d'empêcher, tu vois, en fermant toutes les fenêtres, en mettant de quoi bloquer l'entrée des fumées par les interstices. Et c'est vrai que enfin, t'as souvent des gens comme ça qui sautent, alors que les pompiers ils sont là, quoi, tu vois, il y a l'échelle qui est en train d'être placée et tout, et il y en a, c'est impressionnant ce réflexe enfin cette peur. Enfin, ouais, je trouve que c'est impressionnant vraiment cette terreur qu'incarne le feu. Après, je dis ça se trouve, j'aurais... Enfin, remarque, non, j'ai déjà eu un incendie au-dessus de chez moi. Mais comme je voyais, bon, les flammes, on les voyait de l'extérieur, mais tu dis, t'as le temps, quoi. Enfin, j'ai eu le temps de sortir, sans souci, surtout de récupérer mes chats. Ah non, là, à cette époque-là, j'avais qu'un seul chat. Mais bon, c'est vrai que, ouais, c'est impressionnant à quel point ça peut terrifier des gens. C'est quoi ça? Vue de la ville de Rouen et d'une partie du port pendant l'inondation. Ah oui, d'accord, oui, là on n'est plus sur les incendies, on est sur les... Ouais. La partie reptilienne du cerveau nous joue parfois des tours. Ouais, c'est clair. Bien que la Seine soit un fleuve relativement calme, il a toujours connu des phénomènes de crues plus ou moins régulières. On en retrouve des traces dans les sources écrites et iconographiques dès le Moyen-Âge. Cette gravure de 1784 représente l'un de ces épisodes de crues particulièrement importants qui balayent l'un des ponts de la ville et menace, pardon, j'ai pas vu la fin, menace les navires amarrés au port. Ah oui, effectivement. On voit en bas là. On voit en bas. Mais après, tout ce qui est représentation pour les crues, c'est la crue de Paris de... Attends, c'est 1910, si je me plante pas. La grande crue de Paris. Ouais, c'est ça, c'est la grande crue 1910. Parce qu'on a tout... Enfin, tu sais, toutes ces photos-là, elles sont... Enfin, il y a eu un... Enfin, parce que évidemment, c'était impressionnant. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des crues comme ça, il y en a eu dans plusieurs villes. Mais c'est vrai que les photos qui ont été prises de la crue de Paris de 1910, c'est assez impressionnant en soi. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est intéressant? Ah oui, gare les transports en commun. La gare Saint-Michel avec toute la flotte. Le pont des Saints-Pères. Avec les secours en bateau. Voilà. Hop, mais avant, je crois que l'idée, c'était ce texte-là sur les incendies, puis après, je pense qu'ils parleront des crues. Alors, les incendies, risque majeur pour les villes. Des villes vulnérables au feu. Bah oui, bah, quand il y a beaucoup de bois, tu m'étonnes. Représenter les crues, quel peintre faisait ça bien? Tu remplaces Gérard. Gérard qui fait les blagues, c'est ça. Alors, fléau redouté de tous, les incendies ont longtemps été favorisés par les modes de chauffage et d'éclairage ainsi que par l'emploi de matériaux de construction très inflammables comme le chaume des toitures. Et même le bois, enfin en gros, la manière de... Enfin avant qu'on ait... et encore, hein, évidemment, il y a des accidents d'incendie dus à l'électricité, des prises défaillantes, des choses comme ça, hein, mais c'est quand même limité par rapport à un chauffage de type bois. Enfin, quand aujourd'hui... la majorité des appels au 18, quand il s'agit d'un incendie, pour l'instant, le peu que j'ai vu, pour la plupart, ce sont des feux de cheminée. Pour la plupart, attention, hein, évidemment.
J'ai pas des années d'expérience là-dedans, mais effectivement, c'est surtout les feux de cheminée. Hein. Et en gros, la manière de faire le feu, évidemment. Enfin, la manière dès que tu fais du feu chez toi, et forcément, si c'est pas contrôlé, c'est compliqué, mais ça implique aussi l'éclairage, parce qu'effectivement, avant, c'était beaucoup de lampes à huile, de lampes où évidemment c'était des flammes. Hein. C'était avant l'électricité, on fait comme on peut. Hein. Et matériaux de construction, donc le chaume des toitures, mais pas que ça, il y a aussi le bois, quoi, évidemment. Bon. Donc nombreux sont les bourgs qui ont été détruits pour partie par le feu. La ville de Bolbec détient le triste privilège d'avoir vu à 4 reprises, en 1583, bref, plusieurs centaines de ses habitations partir en fumée. Attention, Bolbec. C'est un joli nom en tout cas. Oui, en même temps, c'est logique que ce soit dans leur par rapport à l'exposition. Ok, bon. En tout cas, c'est en Normandie. La cause de ces sinistres est tantôt accidentelle, chandelle mal éteinte, foudre sur le toit, embrasement dans le conduit de la cheminée, tantôt criminelle. Oh, des crimes! J'ai appelé ça un crime. T'as la ref? Se venger de son voisin en incendiant ses récoltes ou sa maison n'est pas rare. Ah ouais, ils sont vénères à Bolbec. En temps de guerre, l'incendie est aussi un moyen offensif, à l'image de l'incendie de Neuchâtel-en-Bray par Charles le Téméraire en 1472 ou de plusieurs villes de Seine-Maritime en 1940 comme Yvetot ou Neufchâtel de nouveau. T'imagines les querelles de voisinage, c'est balèze quand même chez eux. Hein. Ça fait un petit peu épisode de Kaamelott. Hein. Alors, incendie spectaculaire et accidentel. Certains incendies en particulier ont jalonné l'histoire de la Seine-Maritime. Le 15 septembre 1822, la foudre frappe la cathédrale de Rouen, provoquant, c'est ce qu'on a vu là dans l'image à côté, un événement qui marquera durablement les esprits. Oui, ouais, j'imagine. Forcément comme nous avec Notre-Dame. C'est au-delà de l'aspect, on parle même pas de l'aspect religieux ni quoi que ce soit, attention, hein, je parle vraiment de l'aspect patrimonial. Ça a marqué beaucoup de gens, enfin il y a eu une grande émotion nationale autour du truc. Et je me demande même, est-ce que c'est pas amplifié par le fait qu'on se dise que c'est plus possible aujourd'hui? Tu vois, parce qu'à l'époque, les incendies étant courants, tu peux dire que ça arrive. Enfin, en gros, c'est juste que quand tu crois en Dieu, ce qui est chiant, c'est que tu dis, si une partie de l'église crame, tu dis, wow, qu'est-ce qui se passe, quoi? Genre punition divine ou bien, non, ça... Mais c'était fréquent. Ça arrivait, hein. C'est au Moyen-Âge, le nombre de flèches qui ont dû être construites. Par exemple, si tu connais Chartres, la cathédrale de Chartres, elle a cramé plusieurs fois. Hein. Elle a brûlé, elle n'est pas la seule. Plusieurs églises et cathédrales ont brûlé à cause de, notamment ça, là, tu vois. Comme ce sont les points les plus hauts, forcément la foudre tombe et bim, ça prend feu. Attends, d'ailleurs, peut-être que vous voyez pas très bien. Attends, hop là. Voilà, tu vois là? Peut-être mieux là. Tu vois vraiment, comme cette partie qui est la plus haute. Et c'est pour ça que nous, on a les paratonnerres, tu vois. Et ça faisait office finalement de paratonnerre. Hein. Donc ça cramait bien parce que c'était le point les plus élevés. On veut construire plus haut au Moyen-Âge. Bon, et voilà, il y a des risques, surtout quand ils mettent des éléments en métal en haut, ça attire la foudre et du coup, ça crée des incendies. Mais c'est vrai que Notre-Dame, je pense qu'on s'y attendait pas, en fait. Je pense qu'on se dit dans l'imaginaire collectif, ce n'est pas possible, tellement qu'on est dans une dynamique de protection des monuments, les musées qui protègent les œuvres. On se dit que c'est pas possible, que ça peut pas arriver. Non, bon. T'as regardé ma femme, je crame ta maison, normal. Mais oui, c'est tellement ça. Donc ouais, je me dis que ça marque toujours les esprits, mais qu'à l'époque, c'est pas rare. Que ça arrive, malheureusement fréquemment.
On notera aussi l'incendie. Ah bah tiens, en plus il le dit après. Attends, la foudre, Catherine. Cet événement marquera durablement les esprits et fait toujours écho à l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019. Bon, voilà. On notera aussi l'incendie du Théâtre des Arts le 25 avril 1876 qui ravagea quasi intégralement le bâtiment 3 ans après son inauguration. C'est moche. Aïe, 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 aïe. 3 ans, t'imagines. Bon bah voilà. Ouais, c'est chaud. Les feux ont aussi frappé à 5 reprises la forêt du Rouvray entre 47 et 71, détruisant jusqu'à 770 hectares en 59 et menaçant les habitations du sud de l'agglomération. Ouais. Ouais, belle cette photo là derrière. Je trouve chouette. Et tu vois, cette photo là, je trouve que c'est le plus. Parce que effectivement, tu vois, je reviens sur le fait que. En fait, le feu a ce côté extraordinairement spectaculaire. Ça reste un danger, hein, bien sûr. Coucou Majouk, ça va? Bienvenue. Il y a ce côté extrêmement spectaculaire des flammes, mais n'oubliez jamais un truc, hein, les gens, c'est ça le plus dangereux. C'est les fumées. C'est vraiment ça, le gros danger. Hein. C'est donc, ouais, faites bien attention à ça. Hop, hein. Essayez toujours de vous protéger des fumées si vous commencez à sentir des fumées de feu, mais cassez-vous, quoi. Si vous pouvez, cassez-vous, parce que c'est hyper dangereux. Enfin, c'est ça qui vous tue, en fait, au final. C'est ça. Défense passive. Implantation des postes de secours de la défense passive à N. N. Coucou Archibald. Oui, c'est Léane. Enfin, c'est fou comme défaut de langage. Ça fait 1 an qu'on a que la chaîne existe. Donc on célèbre l'anniversaire de la chaîne, le premier anniversaire de la chaîne. C'est un musée que tu visites. Ouais, en fait c'est une expo virtuelle des archives départementales de la Seine-Maritime sur les toxins, les sirènes, en gros comment on protège la population. Donc une expo pompier quoi finalement. Bah tiens, ça peut être cool. Et donc là visiblement c'est l'implantation. Alors, l'implantation des postes de secours. Merci Majouk. Alors, les années 30 sont marquées par l'anticipation d'un conflit mondial. Dans ce contexte, la défense passive s'organise pour installer des abris pour la population, des équipes de secouristes et des moyens d'alerte. Cette carte présente la répartition des postes de secours sur la commune de Notre-Dame de Bondeville. Du coup, attends. Ah oui, regarde, t'as le poste de commandement, secteur 4, poste de secours, poste de premiers soins, ou relais de premiers soins, je crois que c'est plutôt ça. Matériel contre l'incendie. Et ça, c'est toute une logistique. Hein. C'est impressionnant. Tu vois, on est loin... bah, c'est normal en même temps par rapport à l'époque. Mais tu vois, au début, qu'on avait vraiment les incendies, notamment, je pense, tu vois, Moyen-Âge, et même l'Antiquité, tu vois. Le fait d'éteindre les incendies, c'était l'affaire de tout le monde, en fait, du voisinage et tout. Donc, en gros, tout le monde prenait des seaux, de quoi, voilà, éteindre. Et t'avais même... t'avais les porteurs d'eau au Moyen-Âge qui, en gros, eux, étaient... c'était les personnes qui devaient porter l'eau, notamment avec leur clientèle, mais c'était eux aussi qui étaient très très souvent les personnes qui alertaient en cas d'incendie. En fait, c'était souvent eux l'équivalent un peu des pompiers plutôt des alertes. Enfin, c'est eux qui lançaient les alertes. Et après, comme je vous disais un peu plus tôt, juste avant, après c'est l'affaire collective. En fait, tout le monde participe au fait d'éteindre l'incendie à ce moment-là. Avant justement le fait que le métier se crée vraiment, qu'on ait vraiment des gens qui se forment vraiment à ça. Oui, ça on l'avait vu. Et donc ouais, les crues. Donc c'est ce qu'on avait commencé à regarder là, sur la grande crue de Paris, et bon là en l'occurrence la crue à Rouen. Le temps normand facteur de risque. Aïe aïe aïe, ça y est, ça va commencer à taper dans les embrouilles. Est-ce qu'il pleut en Normandie, en Bretagne ou pas ?
Non, pas de polémique, t'imagines? Bah forcément, il pleut un peu quand même. Hein. Le temps normand, facteur de risque? Le temps normand est réputé pour sa pluviométrie importante. Cela ne constitue toutefois qu'une rumeur. Non, c'est pas vrai. Cela ne constitue toutefois un risque que dans le cas de fortes précipitations sur une période continue ou d'épisodes orageux violents comme lors de la tempête de décembre 99. Là en mode, chut, c'est pas vrai. Il fait beau en Normandie. C'est ça. Chut. Tout va bien. L'ancienne Seine inférieure a parfois connu des phénomènes météorologiques rares. C'est rare. Il pleut pas beaucoup. Vas-y, j'ai envie toujours d'aller en Normandie, en Bretagne. J'ai pas envie de me faire blacklister de là-bas. Quoi. Le 19 août 1845, une trombe. Il a plu un peu plus que d'habitude. Mais franchement, c'est pas beaucoup par rapport aux autres. Hein. Ça va sur mon fond. Cette tornade réduit à néant 3 usines. Mais c'était qu'une petite pluie. Hein. Ça va en vrai. Entraînant la mort de 75 personnes. Oh putain, les pauvres. Oh là là, quel enfer. Cette trombe est à ce jour la tornade la plus meurtrière jamais enregistrée en France. Les nombreux écrits et témoignages en font l'un des premiers phénomènes climatiques documentés scientifiquement, initiant la météorologie moderne. Au moins, ça aura... Attends, parce que là, on va être trop près, là. Ça va être chiant, là, pour rien. Il pleut pas beaucoup, mais il pleut souvent. Il y a parfois un peu de vent. Oh là là. Attends, hop, ici... Ouais, ça va être chaud un peu à lire. Hein. Avec une façade littorale vulnérable, avec sa bande côtière, la Seine-Maritime est exposée aux tempêtes maritimes. Les vents violents représentent un risque spécifique à la fois pour les populations, mais surtout pour les navires. Le littoral normand se caractérise notamment par une mer parfois agitée, mais aussi par un important trafic maritime, accentuant ainsi le risque pour les marins. Il y a trop de gens, il y a des bouchons, de bateaux. Inondations et crues. La Seine a connu de nombreux épisodes de crues, qu'il s'agisse de celle de 1779, durant laquelle les eaux submergèrent les ponts de Rouen, ou de celle de 1910, qui affecta autant la région parisienne que l'agglomération de Rouen. Les inondations sont aussi liées à des facteurs humains. Les inondations à répétition de Gournay-en-Bray en 1980 montrent que la présence d'habitations en zone inondable et l'absence d'aménagement de canalisation des eaux engendrent des risques pour les populations. De fortes pluies peuvent aussi provoquer l'érosion de falaises, des glissements de terrain et dévoiler des marnières. Ces cavités souterraines résultant d'une activité humaine ancienne. Les marnières. Attends, je sais pas c'est quoi les marnières. Marnières. Alors, qu'est-ce qu'une marnière? Merci Wikipédia. Une marnière est une cavité anthropique, donc créée par l'homme, hein, quand on est marqué anthropique. Anthropos, l'homme en grec. Donc c'est une cavité humaine, voilà, créée par l'homme, pour extraire de la craie. Les marnières sont particulièrement nombreuses en Haute-Normandie et plus spécifiquement dans le pays de Caux. D'accord. Extraction de craie destinée essentiellement à l'amendement des terres agricoles. Le mot marne est le terme utilisé pour désigner la craie tendre adaptée à cet usage en Normandie. Ah, du coup, bah oui, Seine-et-Marne. Non, c'est pas ça. Allez, je suis sûre que c'est ça. Non? On dit pas... Ah non, Seine-et-Marne, attends, mais non, attends, Sabine, tu dis de la merde, Seine-et-Marne. C'est 77, non? Attends, j'ai trop de la merde. Oui, c'est ça. Oui, là, on est en Seine-Maritime, mais rien à voir, Sabine. Quoi? Bah oui, mais tu dis n'importe quoi, là. Bon, ça va. Mais c'est pour voir si vous suiviez. Ça passe pas du tout. Bon, ça va. Je suis humaine, hein. Il faut rester humble, les gens, hein. Calmez-vous. J'en suis où?
Alors, exploitation intensive au 19e, oui. Oui. Donc il faut surveiller les exploitations, bah oui, à partir du moment où tu... Voilà. Bon, après, on s'en fiche un petit peu. Ok. Donc vous savez maintenant ce qu'est une marnière. Hop. Voilà. Donc, effectivement, aussi tout ce qui est inondation, crue, donc il y a évidemment les facteurs météorologiques où tu peux rien... Enfin, tu peux rien y faire. En gros, c'est pas de ton fait que ça occasionne... si, parce que tu peux... Ouais, bon, bref. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que tu as à la fois les épisodes les épisodes météorologiques. Coucou mes Zero Geek, merci pour ton follow, bienvenue à toi. Bienvenue pour la célébration de l'anniversaire de ma chaîne. Donc là, on fait une petite expo virtuelle sur finalement les pompiers, comment protéger la population. Et je voulais revenir aussi sur par rapport aux inondations. Notamment la grande crue de 1910, donc évidemment il y a eu beaucoup de pluies qui ont été vraiment très insistantes, mais il y a aussi un truc, en fait à Paris, la chose qui est un peu particulière, c'est que les égouts, en fait, comme ce sont des égouts mixtes, c'est-à-dire que tu as le même appareil, si on peut dire ça comme ça, le même réseau pour les eaux usagées des gens et les eaux de pluie. Mais tu vois, ça monte, hein, c'est assez... parce que d'habitude, par la suite, si tu veux, donc à Paris, ça a été les premiers égouts en France. Les vrais égouts, attention, je ne parle pas de système d'assainissement, on en avait avant dans d'autres villes, mais je parle vraiment du concept des égouts. Et Paris a été la première à vraiment les mettre en place. Du coup, comme justement il y a cette problématique, quand tu mélanges toutes les eaux, ça risque de monter. Par la suite, les autres villes ont décidé de séparer en fait les réseaux. C'est-à-dire que tu as en général dans les villes un réseau pour les eaux usagées, les eaux des gens, quoi. Enfin, en gros, quand tu prends ta douche, tu vas aux toilettes, etc. Et tu as un réseau pour les eaux de pluie. Voilà. Bonjour, bon anniversaire à la chaîne. Merci beaucoup. Voilà. Guerre et bombardement. Qu'est-ce qu'ils nous disent de beau là? Par contre, ce qui est marrant, tu vois, c'est les textes. Donc, tu sens qu'on est sur une expo purement archive, purement historique. Hein. On n'est pas. C'est vrai qu'à la lecture, c'est très 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 factuel. On n'est pas du tout dans l'analyse d'œuvre. On est vraiment. C'est une expo d'histoire. Du coup, c'est très différent de ce qu'on peut peut-être voir d'habitude des expos artistiques. Donc, littoral normand en temps de guerre, donc tourné vers les côtes anglaises, le territoire de la Seine-Maritime a toujours été aux avant-postes des conflits avec nos voisins d'outre-Manche. Durant la guerre contre la Ligue d'Augsbourg, en juillet 1894, la ville de Dieppe est ainsi bombardée par une flotte anglo-hollandaise. L'envoi d'engins incendiaires détruisant presque entièrement la ville. Parce que, en gros, la Ligue d'Augsbourg, il faut imaginer, donc c'est sous Louis XIV. Et en gros, Louis XIV est quasiment tout seul face au reste quoi, des pays. Alors attends. Je pense qu'il y a une... Attends, Ligue d'Augsbourg, j'ai bien écrit. Ouais, c'est une grosse coalition. Hein. Attends, j'aimerais bien te montrer. Voilà, regarde, attends. Alors, regarde, il y avait dans la Ligue d'Augsbourg, tu avais Provinces Unies, donc gros, quasiment les Pays-Bas, à peu près. Non, là, ils mélangent tout le monde, là, parce qu'il y a aussi le Royaume de France. Alors, attends. Il n'y a pas une petite carte qui nous permet de voir... Parfois, c'est pas mal quand ils font ça. Ouais, non, bon, tant pis. Alors, attends. Grande Alliance... Roi d'Espagne... Ah, voilà. Mené par donc l'anglo-néerlandais, empereur du Saint-Empire romain germanique, Espagne, et les princes du Saint-Empire romain germanique. Mais donc tout ça, il faut imaginer, c'était contre notamment la France, quoi. Voilà. Alors, seul le château, les églises Saint-Jacques et Saint-Rémy et le faubourg du Pollet, protégés par la falaise, réchappant la bombarderie de Dieppe. 4 et 5 juillet 1759, c'est la ville du Havre qui subit un intense bombardement par les Anglais. Un notaire du Havre en a porté le récit dans un folio inséré dans ses minutes. Les minutes,
Pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude de ça, c'est des documents, bon, exactement ce que c'est, j'aurais du mal à le définir, mais les minutes, ouais, ce sont des documents établis par les notaires. Donc quand on parle des minutes, il faut imaginer, bah, c'est un document officiel. Voilà. En général, c'est pas très long. C'est des courts textes avec, avec des indications précises, genre quand ça a été écrit, enfin, pour en renseigner au maximum. Accompagné d'une exceptionnelle gravure représentant les positions des navires anglais ainsi que les chutes et impacts de plus de 800 bombes tombées sur la ville. Ah ouais, c'est balèze. Ces épisodes restent sans commune mesure avec les bombardements occasionnés par la Seconde Guerre mondiale dus aux Allemands puis aux Alliés. En 1940, Blangy-sur-Brel est détruite à 86%. Pendant la Semaine rouge, donc en 1944, on dénombre près de 4000 morts à Rouen, presque autant à Sotteville et Rouen, continuellement pilonnés car accueillant une gare de triage. Ah ouais, ok, donc elle était toujours sur le feu, quoi. Parce qu'il y avait cette gare qui... Okay. C'était un point stratégique, en fait. La ville du Havre n'est qu'un champ de ruines à sa libération le 12 septembre 1944. Elle est détruite à 80% après avoir reçu 11 000 tonnes de bombes. C'est impressionnant, hein. Enfin... Et encore, c'est impressionnant et c'est des choses qu'on a du mal un petit peu, j'imagine. Enfin, je trouve à s'imaginer. Ouais, enfin, tu sens que c'est impressionnant, mais bon. Alors, déminer et sécuriser après-guerre. Pendant le conflit, le déminage est assuré par la défense passive, composée surtout de citoyens volontaires ou réquisitionnés. Alors, une ordonnance en 1945 crée un service spécial de déminage et professionnalise la fonction. J'ai du mal à lire. Mais devant l'ampleur de la tâche et jusqu'en 1949, il sera fait appel à des prisonniers de guerre allemands pour effectuer les déminages et désobusages les plus dangereux. Mais il faisait comment? Genre, hey, ça explose ou pas? Hey, tu avais des pouces. Tu crois que c'est ça ce qu'il faisait? On me dirait, mais c'est la guerre, ma petite dame. Bref. Encore aujourd'hui, de nombreuses bombes non éclatées sont retrouvées régulièrement et doivent être neutralisées puis détruites par le service de déminage de la sécurité civile. Tout à fait. Oui, oui. Bon, ouais, tu vois, moi je vois comment ils faisaient. Je crois qu'aux États-Unis, dans l'Oklahoma, en 2013 à El Reno, la tornade faisait 4,2 km/s et les vents les plus rapides. Oh, putain, c'est balèze. Oh. Ouais. Non, c'est impressionnant ça. Voilà. Service de déminage de la sécurité civile. Ils sont pas appelés que... Alors, petit fun fact. Enfin, fun. Quand tu sais, un aéronef tombe, je parle des petits avions avec des parachutes, comme ce sont des parachutes, comment dire, thermiques, enfin dans le sens, un parachute qui se propulse, à propulsion thermique, ben quand il faut appeler les démineurs, parce que si, enfin dans le cas où ça s'est pas déclenché, quand il faut aller voir l'avion au sol, enfin l'aéronef au sol, il faut faire super gaffe à ça. Mais là je pense que Gérard nous en parlerait tellement mieux que moi. C'est pour le petit détail. Marée noire. Ah, petit bug. Collision du pétrolier Vitoria. Pyrotechnique. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai dit quoi, pyrothermique? Pardon. Oui, pyrotechnique, tout à fait. Oui, en fait, en gros, il y a une cartouche dans le... en gros, il y a le parachute qui va se... Et ça, il faut faire super gaffe quand l'aéronef tombe et qu'il ne s'est pas déclenché, il faut faire appel aux démineurs parce que ça peut péter. Il faut faire super gaffe. Oui, c'est pyrotechnique. Merci beaucoup. Alors, 23 juin 87, deux pétroliers. Pardon. Le Vitoria et le Fuyoma-maru entrent en collision à proximité de la commune d'Ezier en raison d'une avarie technique. Le Vitoria est éventré, s'échoue et prend feu, provoquant une gigantesque explosion.
Cette catastrophe fait 6 morts parmi les marins du Victoria et mobilise les pompiers durant plusieurs jours. L'épave du Victoria sera nettoyée et démontée tout au long des mois de juin et juillet 87. Cette catastrophe pose la question de la navigation de navires lourds sur un fleuve très fréquenté qu'est la Seine. Versement du service départemental incendie secours, donc plus 10. Ouais. 30 heures d'efforts pour maîtriser l'incendie. Et tu vois, rien que là, sur ce genre là, tu dois faire relayer les pompiers. Sinon, c'est impressionnant, t'as vu? Mais ouais, il faut un relais, parce que sinon, en fait, les pompiers, face à un incendie, en plus, ils se déshydratent énormément, parce que le poids, enfin, entre le poids, la chaleur, enfin, t'imagines que ils en peuvent plus, quoi, au bout d'un moment. Sabine, connais-tu le phénomène de vague scélérate? Ce nom me dit quelque chose, mais ça me dit plus rien, donc vas-y, raconte. Raconte-nous, Majouk. Catastrophe industrielle et risque technologique. Quel type de risque industriel? Ouais, ben voilà, en gros, c'est pour dire qu'il y a énormément de risques industriels, j'imagine. Ces vaisseaux, c'était la blague tout à l'heure. Grand site industriel, 18 sites. 18 sites classés ces vaisseaux. Axe de transport avec un trafic maritime, fluvial, ferroviaire et routier conséquent. 2 installations nucléaires à Paluel et Penly. Oui, Penly. Alors, plusieurs épisodes graves comme l'incendie de l'usine L'Île Bonnière au Petit-Quevilly en 1909, durant lequel 4 pompiers et un ouvrier trouvent la mort. Plus proche de nous, l'incendie des entrepôts de Lubrizol et de Normandie Logistique en 2019 a montré l'impact environnemental et sociétal d'un tel accident dans un milieu urbain. Plusieurs marées noires tout au long du XXe siècle. Ouais. La collision, c'est ce qu'on a vu là juste avant. Centrale nucléaire. Oh, putain, ouais, j'ai du mal à lire quand c'est comme ça. Le risque nucléaire est considéré comme l'un des plus grands risques existant à ce jour. La Seine-Maritime n'a pas connu d'accident majeur, mais on peut noter le vol en 1988 d'une pastille de césium lors de son transport vers un centre de traitement de déchets nucléaires, de déchets radioactifs, volé lors d'une pause prise par le transporteur routier. La pastille radioactive est retrouvée 2 jours plus tard dans une quoi, une poubelle? C'est fou ça. C'est quoi une pastille de césium? Est-ce que le chat, tu connais la pastille de césium? Je connais pas. Enfin, j'imagine que c'est du radioactif, mais... Alors, charge pyro, fusée, siège, éjectable, bombe, kérosène, contre-mesure, réactive et hydrazine pour certains avions militaires, entre autres joyeusetés lorsque l'on a affaire à un avion militaire. Ouais. Alors, les vagues scélérates sont des vagues océaniques très hautes, soudaines, qui sont considérées comme très rares, même si cette rareté n'est que relative. Oui, c'est quand, ouais, tout d'un coup, il y a le... Ok. Ok. Et donc, les pastilles de césium... Je sais pas si on aurait là-dedans. Pastilles de Vichy. À ne pas confondre pastilles de Vichy et pastilles de césium. Alors... J'aurais peut-être dû taper directement pastilles de césium. Ça aurait été peut-être plus simple. C'est pour empêcher l'irradiation de l'amygdale. Ah, c'est les trucs qu'on prend... que les gens y prennent quand il y a un accident. Alors, apparemment, ouais. Ah, attends. Une mesure. Bah non, regarde, justement, c'est l'iode. Apparemment. C'est pour les filtres à sable. Le 99% du césium. Non, je me demande si c'est pas vraiment carrément un élément radioactif, clairement, enfin que c'était du césium.
Je pense que c'est ça en fait. Pourquoi le... Ouais, je... C'est un isotope... Bah, ça doit être en fait directement l'élément radioactif en lui-même, ouais. Je pense que c'est ça. Ah, la pastille de césium. Mais ça doit directement être le... Oui, mais comme c'est pour empêcher la radiation par le césium, c'est peut-être une heure... Je sais pas. Non, dans mon texte là, dans le texte, il disait clairement que justement quelqu'un avait volé une pastille de césium et qu'on l'avait retrouvée dans une poubelle. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a piqué du matos, enfin un élément radioactif. Enfin, je pense que c'est ça le truc. Mais c'est vrai que le terme de pastille de césium est... Mais là, on l'a, là, ce terme, la pastille de césium. Attends, c'est un document. Attends. Attends, ouais, vous, ça le montre pas. Je regarde vite fait. Ouais, si, c'est ça. Il parle de pastille de césium. Donc, ouais, ça doit être ça. Et apparemment, t'en as dans les... Enfin, t'en as dans des établissements scolaires. Ah, ils utilisent ça apparemment pour certaines expériences de TP. Hein? Ils utilisent ça pour leur TP. Ils sont fous. J'ai une question, existe-t-il des pompiers maritimes et aériens? Bah, les maritimes, tu les connais, c'est les pompiers de Marseille. Enfin, alors, après, c'est juste que tu as des pompiers qui font partie de corps militaires. Enfin, c'est même... euh, par exemple, Paris, tu vois. Les pompiers de Paris, c'est ce qu'on appelle la brigade. C'est l'armée de terre, en fait. Enfin, tu vois, c'est des militaires, en fait. Enfin, après, ils sont peut-être pas armés de terre, mais en tout cas, c'est des militaires, ça c'est sûr. Et les pompiers de Marseille, eux, ce sont aussi des militaires, mais par rapport à la marine. Enfin, et tout ce qui est après les spécialités, en fait, tu vas avoir des spécialités au sein des pompiers. Tu as, par exemple, parmi les spécialités, tu as les plongeurs. Donc, si ça peut rejoindre l'aspect maritime que tu parles. Et tu as les plongeurs qui vont, en fonction du lieu où ils sont, bah, ils vont se spécialiser évidemment si c'est des courants qui bougent beaucoup ou si ce sont des plans d'eau classiques, parce que c'est évidemment, tu réagis pas pareil entre quand tu plonges où il y a du courant ou il n'y en a pas. C'est pas forcément les mêmes formations et ni le même matos qu'ils utilisent. Donc, il y a des pompiers plongeurs, c'est une spécialité. Et aérien, tu as aussi une spécialité. Alors, l'ancien nom, c'était le grimpe. En plus, c'est facile à retenir, grimpe. Aujourd'hui, c'est SMP, sauvetage en milieu périlleux. Et donc, en gros, c'est tout ce qui est soit en aérien. Imagine un mec qui fait un malaise dans une grue. Eh bien, il faut aller le chercher. Ou au contraire, souterrain. Le SMP, c'est vraiment aérien ou souterrain. Et donc, après, effectivement, donc, en fonction du lieu où tu es, par exemple, des gens qui sont vraiment au bord de la mer, là, je pense notamment à la Seine-Maritime, il y en a qui vont être formés à vraiment intervenir le long d'une falaise. En gros, il y a une spécialité. Tu as des spécialités propres aux pompiers, puis après, en fonction du lieu où tu es, évidemment, on s'adapte au territoire, quoi. Donc, ça dépend de tout ça aussi. Alors, marin-pompier de Marseille, pompier de Paris, armée de terre, et pompier de l'armée de l'air, pompier de l'ALAT, donc aviation légère de l'armée de terre. Merci pour ces précisions. T'inquiète, c'est pas grave. Pour les virgules, on s'en fout. Ok, je connaissais pas le ALAT, aviation légère de l'armée de terre. Celui-là, je connaissais pas. Hop. Les grandes épidémies. Maladie contagieuse. Oula, je lance ce document-là. Un reste de la cour des parlements. La Covid est sur nos terres. Bon, d'accord. Bah de rien. Et merci Archibald pour tes réponses, c'est cool. Alors, oh là là, garde-moi tout ça là. Ça, je trouve ça toujours très... Enfin, les S, tu vois là, il y a marqué suspect. On dirait qu'il y a marqué FUFPE.
Louis, par la grâce du dieu roi de France et de Navarre, au premier des huissiers de notre cour, aux autres huissiers ou autres huissiers ou sergents, fut sur qui, sur la remontrance faite à notre cour par notre procureur général, expositive, qu'il roi a été informé qu'un vaisseau marchand qui au roi toucha des endroits suspects d'air contagieux, le feu roi présenté il y a quelque temps et entré de force dans la ville de Dieppe, doit après avoir été radoubé, ainsi qu'il y en avait de besoin. Bref, t'as compris. Il y a un bateau qui fout la mer, qui a été là où il fallait pas aller. Non mais c'est drôle, je trouve ça toujours très drôle. Ah mais attends, ils ont mis une... Attends, qu'est-ce que c'est qu'en bas? Alors, contrôle des maladies contagieuses au port, arrêt de la cour du Parlement de Rouen, suite au risque de propagation d'une maladie contagieuse, non identifiée par le biais d'un navire marchand en provenance de Marseille, bien qu'interdit. Alors, bien qu'interdit, un marchand du Havre fait toutefois commerce avec le navire et en décharge les marchandises. Oh, le Parlement de Rouen envoie alors un commissaire pour enquêter et retrouver les personnes potentiellement contaminées. Bah, bon courage! Parce qu'une fois qu'ils sont dans la nature, mais de rien, quand la toile peut être un lieu de partage, autant en profiter. Mais tout à fait. Une autre question qui j'espère sera utile. La robotique Elia pourrait peut-être un jour accompagner les pompiers. Vous en pensez quoi? Bah ouais, franchement, si ça peut épargner que les pomplards se mettent en danger, moi je suis pour. Enfin, tu vois, si on pouvait envoyer... parce que il y a des... Tu vois, parfois, tu as des incendies, ça se casse la gueule, bah ouais, enfin, c'est des risques, quoi. Donc en soi, pourquoi pas? Pourquoi pas, même si je pense qu'il y aurait peut-être au début, je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient très contre ça. Ils auraient peut-être l'impression qu'on leur vole leur boulot, leur mission. Mais parce que tu as souvent t'as plusieurs écoles, hein, tu as plusieurs manières de penser chez les pompiers, mais t'en as qui sont vraiment qui protègent un petit peu ça, qui veulent absolument garder ça, et t'en as d'autres qui se disent wow, attends, moi je veux rentrer en vie chez moi le soir, donc en gros, si on peut trouver des moyens beaucoup plus safe de faire les choses, oui, enfin bon, ça dépend de ça quoi. Accompagner oui, remplacer non, ouais, tout à fait. Et je pense qu'il faut de l'humain, il faut de l'intelligence émotionnelle, de l'intelligence sociale, je pense qu'il faut de ça. Il faut pas, pour moi tu ne peux pas tout remplacer par des machines, parce que imagine... ouais, je sais pas, imagine, la machine ne fait pas forcément gaffe et elle oublie une personne. Enfin, je sais pas, tu vois. Ouais, je préfère que l'humain reste derrière. Je préfère. Les drones sont de plus en plus utilisés et les robots démineurs sont utilisés depuis longtemps. Oui, tout à fait, les drones, et d'ailleurs, c'est une autre spécialité de chaque... et encore non, ça dépend, est-ce que chaque SDIS, enfin en gros, est-ce que chaque département a cette spécialité-là? Mais en tout cas, dans le Val d'Oise, où je suis, il y a une spécialité qu'on appelle la DRED. Non, la GRED, pardon, Sabine dit des conneries. La GRED, c'est groupe de recherche et d'exploration par drone. Donc les drones sont utilisés, par exemple, quand on nous appelle pour une personne qui, par exemple, a disparu, elle était potentiellement autour d'un courant d'eau, d'une rivière, etc. Tu peux à la fois envoyer le drone, et en plus, parce que c'est aussi très efficace d'avoir une vue aérienne, et en plus des plongeurs, tu peux aussi envoyer, donc tu peux envoyer 3 spécialités, tu peux aussi envoyer en fait la cyno, donc les chiens. Les chiens sont formés à rechercher les gens en fait. Chez les pompiers, c'est vraiment cette spécialité cyno, elle est là pour ça. Donc elle est très souvent complémentaire du drone. Donc c'est assez sympa. Enfin, en plus, tu vois, je trouve que c'est toujours très sain de spécialiser les pompiers qui ont envie, parce que, par exemple, moi, à ma caserne, il y en a un qui est ce qu'on appelle télépilote. Donc il sait faire piloter un drone. Et je trouve ça chouette parce que tu vois, au moins ça te permet d'avoir différents types de spécialités. Un hospice civil de Rouen, pavillon d'isolement. Okay. Je trouve ça très sain, quoi, d'avoir pour les gens d'avoir différents types de spécialités comme ça.
Le péril atomique. Comment survivre? C'est un guide publié par la Protection civile pour donner des conseils de survie en cas d'attaque nucléaire. On y apprend ainsi à survivre. Donc en gros, apparemment, ici de la merde. Bon, après, en même temps, où qu'on va? Mais bon, d'accord. Fallait pas appuyer sur ça. Ah. Bon, on peut pas... Ou alors je fais comme ça. Oh, c'est chaud comme ça. C'est parce qu'ils veulent pas qu'on... Ils veulent pas trop... Non, non, vous regardez pas trop ce qu'ils disent. C'est pas bon, quoi. C'est la documentation. Non, non, ils veulent pas trop qu'on check. Hein. Attends, ah, bah, je l'ai vu. Les grandes épidémies, on l'avait vu, ça. On avait vu en partie avec le bateau. Je pense que les pompiers devraient être plus payés, protégés dans leur métier. Ouais, c'est sûr. Mais comme le milieu médical, les professeurs, enfin, tous ces métiers qui aident et qui sont utiles à la société, ils devraient être valorisés et plus payés, ouais. Au moins valorisés. Après, encore, les pompiers, niveau valorisation, bon, globalement, ça va. C'est pas comme les profs, tu vois, qui s'en prennent plein la gueule. Mais oui, effectivement, peut-être plus de... Ouais, plus de choses, plus de moyens à disposition, peut-être, effectivement. Les casques, ils sont beaux, les casques. La création des corps de sapeurs-pompiers. La naissance des gardes-pompes. C'est marrant ça, tu vois, j'aurais peut-être mis avant ça. Comme par rapport à l'expo, parce que l'expo tourne vraiment beaucoup autour de ça, Enfin, je pense qu'ils ont voulu montrer d'abord les risques et ensuite les solutions, mais bon, j'aurais peut-être mis avant ça. Alors, avant la Révolution, la lutte contre l'incendie est la charge de tous. Voilà, c'est ce que je vous disais plus tôt. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous expliquais plus tôt pourquoi on éteignait les incendies, que c'était une affaire collective des voisins, etc. Pour ça, je me dis ça aurait dû être plus tôt dans le... Alors, ils ont peut-être pas pu le faire autrement, hein, ça arrive aussi, hein, tu fais que la place que t'as. Ce n'est qu'avec l'apparition des premières pompes à eau que des gardes-pompes apparaissent dans les villes. C'est après la création de la garde nationale en 1790 que les premiers corps de sapeurs-pompiers sont créés. La lutte contre l'incendie à l'échelle des communes. En 1790 et 1815, donc là, à ce moment-là, on a plusieurs régimes gouvernementaux. On a eu le Premier Empire... 1790, on a même eu tout ce qui est directoire, consulat, le Premier Empire, enfin voilà, on a... c'est tout. Parce qu'après le Premier Empire est fini, justement, en 1815. Attends, je vérifie vite fait, mais normalement c'est ça, c'est 1815 le Premier Empire. La fin. Attends, je regarde vite fait. Voilà, oui voilà. Après c'est la... Après 1815, ce sera la Première République. Sabine, je suis d'accord avec toi pour les profs, j'en suis un. Bah oui, non, mais c'est normal. Ma sœur est prof et je la vois depuis 15 ans. Bah même... Ouais, si, 15 ans. Depuis 15 ans, je me dis, putain, c'est fou, quoi. Enfin, j'ai vu l'évolution de tout ça et tu fais, waouh. C'est chaud, quoi. Donc alors... donc différentes communes prennent l'initiative de se doter de sapeurs-pompiers. Les premiers en Seine-Inférieure à Rouen remontent à 1803. Cette organisation communale est rendue obligatoire en 1815, tout en demeurant du ressort de la garde nationale jusqu'en 1875. Donc, c'est-à-dire qu'ok. Donc, c'est-à-dire que ouais, ça faisait partie ça faisait partie de la garde nationale. C'est ensuite aux villes d'assurer le fonctionnement et le financement des corps de pompiers. Dans le département, la compagnie des sapeurs-pompiers de la ville de Rouen est réglementée et organisée par arrêté préfectoral le 27 août 1883. Question pour Sabine. Est-ce que les pompiers font appel à un préparateur mental pour se préparer et améliorer leurs interventions? Non. Non. Non, par contre, si besoin, on a un soutien psychologique. C'est-à-dire qu'on a... Après, ça dépend peut-être des départements, mais voilà. Dans le 95,
Si on a besoin, on a des psys qui sont, qui sont là, si on a besoin de parler. Il y avait même eu une cellule psychologique, en gros, spéciale Covid, parce que, bon, voilà, c'est un peu particulier, mais oui, si, il y a des... il y a un soutien psychologique qui est mis en place, parce que c'est vrai que il y en a, mais il y a besoin. Hein. Des fois, alors, tu vois des trucs pas drôles, et en fait, en fonction des corps de métier, des corps de métier, pardon, des différentes spécialités, tu vois vraiment des choses assez impressionnantes, tu vois. Quand tu fais partie du SMP, donc sauvetage en milieu périlleux, et que tu dois aller décrocher un pendu, et bon, voilà, pareil, les plongeurs, d'aller récupérer un corps qui flotte depuis plusieurs jours, qui est bouffé par toutes les bestioles, c'est... Bon, à force, il y en a, ils s'y habituent. Mais tu vois, tu peux te poser la question, est-ce que c'est bien de s'y habituer? Et même eux, pour eux, quand on en parle avec eux, bah, ils savent que bah non, ça fait chier de s'y habituer, quoi. Donc il y a des soutiens psychologiques, notamment quand tu avais eu tout ce qui était attentat. Quand les pompiers ont été dépêchés là-bas, il y a eu un gros suivi psychologique obligatoire, et tant mieux, pour les pompiers qui étaient intervenus. Hein. Penses-tu que ce sera une bonne idée de faire appel à un préparateur mental? Je suis préparateur mental sportif. Bah, en soi, oui, pourquoi pas. C'est juste que c'est compliqué de... Parce qu'en fait, c'est beaucoup de choses en interne. C'est ça le truc. C'est que, par exemple, les psys qui font... En gros, ils font partie des pompiers. C'est ça le truc, c'est qu'après, c'est y rentrer qui est compliqué. Hein. C'est ça. En gros, c'est d'avoir le point d'entrée là-dedans, quoi. Parce que, ouais, de nouveau, les psys, ce sont des pompiers. Ils font partie du corps médical pompier. Parce que tu sais, chez les pompiers, on a aussi les médecins, les infirmières, les infirmiers, les psys, les vétérinaires. Enfin, on a vraiment beaucoup de spécialités, en fait, chez les pompiers. Un préparateur mental, c'est pas un psychologue à la base. Oui, oui, je sais bien. Mais c'était pour te dire que voilà, enfin, en gros, on n'est pas formé à ça. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on a quand même, lorsqu'on est formé, on a une session, enfin une journée de manœuvre avec le psy qui vient pour nous montrer des situations qui peuvent arriver. Par exemple, un parent qui, sans faire exprès, tue son enfant. Et en gros, comment tu approches cette personne qui est en train de craquer. Et pareil, les personnes qui veulent se suicider, comment tu les approches, ces gens-là. En gros, le psy était venu à la formation pour nous initier un petit peu à ça. Mais globalement, il n'y a pas de préparation mentale. En gros, tu le vois, toi, sur place, sur le terrain. Donc, bon, c'est sûr que ça peut peut-être occasionner des traumatismes. Hein. Ça, c'est moins cool, évidemment. Enfin, c'est pas cool du tout. Mais globalement, tu le sais sur le terrain ou pas. C'est là où quand tu vois ton premier mort, quand tu fais ta première réanimation cardiaque, c'est là où tu te dis, c'est pas fait pour moi, en fait. Et t'en as, c'est là où ils disent, non, j'arrête, je peux pas. Parce qu'il y a une différence entre être formé et faire des manœuvres qui sont jouées, qui sont fausses, et la réalité du terrain où tu vois, t'es obligé de faire tu fais un massage cardiaque à quelqu'un, mais tu le vois qui est mort. C'est quelque chose à vivre et à supporter. Donc tout le monde ne peut pas, et c'est là que tu sais si tu peux ou pas, quoi. En plus, il y a un aspect sécuritaire, il ne faudrait pas que le suicidant t'entraîne avec lui dans la mort. Tout à fait. Oui, oui, bien sûr, c'est aussi ça. Parce que le psy à ce moment-là, il a fait des réactions. En plus, comme on était dans un centre de formation où il y a des chambres, on était dans une chambre, et tout d'un coup, il a simulé sauter. Et le but, c'était de nous montrer qu'on n'était peut-être pas assez proche pour le récupérer. Donc, évidemment, il n'a pas sauté. Mais c'est pour vous montrer que, en gros, après ça, quand je suis en inter et que je sais que c'est quelqu'un qui menace de suicider, tu fais extrêmement gaffe à tout ce que tu dis, tout ce que tu fais. Tu as les yeux partout. Tu fais gaffe, tu vérifies qu'il n'y a rien de dangereux, etc. pour toi et ton équipe.
Non, il faut faire très très attention à tout ça, quoi. C'est important, je trouve, d'avoir un suivi de ce côté-là. Ouais. Oui. Mais c'est... Oui, effectivement, il y a ce côté... Ouais, on part du principe, c'est le terrain qui va te former, quoi. Enfin, qui va te préparer. Enfin, et t'en as dès la formation, ils savent qu'ils pourront pas. Il y en a quelques-uns. Rien que les manœuvres, parce qu'en général, on a du maquillage, on a des... on joue assez bien quand on fait les victimes, on joue assez bien la comédie. Donc rien que là, il y en a, ils savent qu'ils peuvent pas. C'est pas possible. Première règle en sauvetage, d'abord moi, c'est horrible à dire, mais bon. Bah, c'est d'abord toi et ton équipe, ouais. Et le psy nous avait fait aussi une manœuvre sur ça. Une manœuvre autour de quelqu'un qui était en train de faire une sorte d'overdose. Donc nous, on intervient pour l'aider. Et tout d'un coup, il y a des profs, du coup des pompiers habitués qui sont intervenus en mode règlement de compte de gang. Et en gros, ils nous ont fait comprendre, vous vous cassez, on vous tue. Et c'est vrai que c'est horrible, parce que tu fais quoi ? Enfin, mais le problème, c'est que tu veux rentrer chez toi en vie, et tu veux pas que ton équipe, elle crève, quoi. Donc, c'est horrible, hein. Il y a des fois, il y a des trucs... Waouh. Il y a des inters, c'est tellement saignant que certains tournent de l'œil. Mais oui, mais bien sûr. Et en plus, il n'y a même pas que le sang, hein. Parfois, t'en as quand ils vomissent... Parfois, c'est un réflexe, c'est naturel. Moi, ça m'est pas encore arrivé, mais parfois, j'ai des trucs... je me dis, putain, un jour, je vais vomir, ça va être l'horreur, quoi. Entre les vomissements, les personnes aussi qui font des arrêts cardiaques aux toilettes, et que, voilà... Bon anniversaire, Twitch. Bon, il y a plein de situations, t'aimerais pas qu'on te retrouve là-dedans, quoi. C'est... Donc, oui. Mais le plus important, c'est d'en parler. Donc, ouais. Et là-dessus, en général, il y a ce lien, il y a cette cohésion d'équipe où, en gros, à la fin, quand c'est une inter dure, en général, ton chef, il dit « Ouais, tu vas bien, ça va, tu vas en parler. » Enfin, il y a toujours ces moments de... On se pose, on en parle, comment tu le sens ? Non, je vais pas bien, écoute, on va te remplacer, il n'y a pas de souci. Enfin, il y a cette... Enfin, faut pas que la personne elle craque, quoi, sinon c'est... non. Voilà pourquoi je ne suis pas pompier. Ouais, non, mais oui. De nouveau, hein, ça dépend de tout le monde. L'expérience du terrain prend et te montre les extrêmes du contexte. Ouais. Il y a public à gérer parfois aussi qui vient te rajouter du stress. Oui, bah oui. J'ai déjà dû jouer dans une manœuvre. Bon, je l'ai déjà vu aussi, mais bon, c'est peut-être plus sympa de parler de choses fausses que de vous parler de vrais cas. J'ai déjà dû jouer la femme qui venait de perdre son mari dans un accident de voiture. Tu vois, j'ai dû le jouer. Et c'est chiant à gérer. Hein. Quand tu essayes de faire ce que tu peux et que tu as la personne derrière qui comprend pas, qui est complètement tétanisée, qui est complètement, ou au contraire, beaucoup trop... ça fait partie du boulot, quoi, de le prendre en compte et d'essayer de canaliser la personne. Et là, c'est un travail d'équipe, hein, vraiment. Mais c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant attention. C'est intéressant de le vivre en manœuvre. Hein. En vrai, c'est jamais intéressant, bien sûr, parce que les gens, ils souffrent. C'est horrible à vivre dans certaines situations pour ces personnes-là. Mais en manœuvre, c'est efficace de le voir en manœuvre pour voir les différentes réactions des gens. Et ouais, parfois, c'est violent. Mais il y en a qui sont violents, même. Hein. J'ai déjà eu... Alors là, des inters, des personnes qui, c'était pas dramatique, c'était pas des urgences vraiment vitales très très fortes, mais j'ai déjà eu des gens qui me parlaient comme de la merde parce que j'allais pas assez vite ou autre, alors que c'est normal, là il n'y avait pas d'urgence, donc on prend toutes les données pour le médecin après, mais t'en as, ils ont tellement peur, mais il faut juste ne pas le prendre pour soi, quoi. Enfin, je sais qu'il y a des fois, il y a des gens qui me parlent, je fais c'est pas contre moi, mais ils ont peur, et c'est non, voilà. Donc tu dois... Voilà, tu dois pas le prendre pour toi, essayer de dire non, la personne, elle va pas bien, sinon, ça arrive, quoi. Attends, je prends un petit peu d'eau. La création de 10-10. Le plus stressant pour ma part, c'est les crises de manque.
Ah, j'en ai pas encore eu. J'ai pas encore eu de... ah si, avec l'alcool, si, on a eu, ouais. Ouais, si. Ouais, si. Pour moi, c'était pas le pire. C'est vraiment... Enfin, c'était ces autres types de stress. Le manque, ça va encore. Alors... Hop. Comme les connards qui s'arrêtent côté opposé de l'autoroute pour prendre des photos d'un accident, faits qui m'ont été rapportés par un pote pompier pro. Oui, bah oui. Oui. Et même pas que pour les accidents, hein. Pour aller aussi, imagine, j'ai déjà entendu parler moi d'un un ACR, donc un arrêt cardio-respiratoire, en gros quelqu'un qui, voilà, le cœur ne fonctionnait plus, dans la rue, et les gens filmaient. Pourquoi double com? J'ai dit double com? Ah, c'est parce que tu as ces permissions... Non, c'est ça que tu parles? Bon, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Le sang, les décès, les bons en moins, c'est pas le plus dur. Pour moi, c'était vraiment les HP qui se retrouvent vraiment. Ouais. Oui, chacun après son... Le truc qui le... Voilà. Donc ouais, on a apparemment des collègues avaient eu en pleine réanimation cardiaque dans la rue, des gens qui filmaient, quoi. Tu fais, mais c'est sérieux, t'as qu'une envie, c'est prendre le téléphone et le balancer loin, quoi. Ah, mon com apparaît en double dans le chat. Ah, d'accord. Non, c'est parce qu'en fait, on a dû être deux à l'autoriser. Peut-être. Bon, après, je sais pas, c'est peut-être un bug. Alors, donc la création des SDIS, donc services départementaux d'incendie et de secours. Ça a été créé en 1945 par l'État pour élargir les moyens et l'organisation des compagnons de pompiers. Le groupement des pompiers de l'agglomération rouennaise, comprenant 10 centres d'intervention, créé en 1975, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant à dire? Direction départementale. Ok. Bon, après, voilà, surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est en 1945 qu'on crée les services départementaux de secours. Maison spéciale. Ah, c'est pour commander... C'est le catalogue. C'est pour les pompiers, tes catalogues. Regarde. Regarde comme il est beau, là. Ah, ce truc. On dirait un vieux schtroumpf. Fournisseur adjudicataire de la Garde nationale de Paris. Oh, c'est beau, ça. Ça vend des pompes à incendie. 1000 balles. La pompe 2, elle est à 900 balles. Aspiration. Donc ça, c'est pour, j'imagine, c'est pour les fumées. Enfin, ce serait logique que ce soit ça. Les seaux. Ils ont des seaux spéciaux. C'est fou. Sac de sauvetage. Appareil respirateur. J'imagine c'est un truc, peut-être un appareil respiratoire plutôt. Le chapeau couvert. L'arrosage. Une clé anglaise. 10 balles. La médaille, le manuel. C'est fou. Oh, il est beau, leur... Attends, hop. Hop. Ah, comme ils posent fièrement. Avec leur petite échelle. Oh, trop mignon. Autopompe Renault. L'ancêtre du FPT. Donc FPT, fourgon pompe tonne, c'est souvent celui que vous voyez qui éteint les incendies. Oui, uniquement chez toi parce que tu as été filtré. Ah oui, d'accord, c'est pas pour le chatbot. Sabine, on t'a dit de pas lire les réponses. Mais Équipement et moyens techniques des pompiers. Un nom qui en dit long. Ah, oui, c'est ce qu'on disait plus tôt. Mais ça, c'est pareil, j'aurais bien voulu l'avoir plus tôt, ça. Les pompiers doivent leur nom au premier équipement spécialement conçu pour lutter contre l'incendie. C'est avec la création des pompes à eau en 1699 qu'apparaissent les premiers pompiers ou garde-pompes. De même, si l'on parle de sapeurs-pompiers, c'est en raison du travail de sape réalisé au Moyen-Âge pour abattre à la hache les habitations pour éviter la propagation des flammes dans les centres urbains.
Attends, ça veut dire... Attends, si je comprends bien, là... C'est-à-dire que t'en as qui éteignent avec les seaux, parce qu'on est au Moyen-Âge, il n'y a pas encore de pompe, donc ils éteignent. Les autres, ils sont en train de défoncer les baraques à côté pour éviter que ça se propage. FPT, fourgon plein de tuyaux. C'est ça. Priorité, acheminer l'eau. La première pompe utilisée en France remonte à 1721. Ce sont soit des pompes à bras, soit des pompes hippomobiles tractées par des chevaux. À partir de 1900, l'apparition des automobiles révolutionne les équipements des pompiers et donne une mobilité nouvelle. Tu m'étonnes parce que, t'imagines arriver sur un incendie avec des chevaux, si la bestiole elle panique, bon après elles sont habituées mais bon. Acheminer l'eau n'est pas qu'une question de véhicule. Au 19e, les municipalités s'équipent progressivement des réseaux d'eau courante permettant aux équipes d'intervention de se pencher directement dessus. Par contre, ouais, là, ça va être chaud pour lire, là. Attends, on peut pas... Attends, on va essayer de reculer un peu pour que ce soit plus droit. Ouais, comme ça. Et hop, on va zoomer. Voilà, ce sera mieux, là. Gigo, merci pour ton stream, Sabine. Bah, je t'en prie. À bientôt. Merci d'avoir été là. Des bisous. Se protéger du feu et des fumées, les uniformes des pompiers apparaissent en même temps que la construction des corps de pompiers et sont réglementés par le ministère de la Guerre en 1826. Les premiers casques sont calqués sur ceux de la garde républicaine et il faut attendre 1835 pour voir apparaître les premières combinaisons de protection contre le feu et les fumées. Ouais, donc c'est tard, hein, vous voyez, 19e, on ne se protégeait pas avant. Les méthodes évoluent progressivement, l'apparition dans les années 1930 de mousse anti-incendie permet de lutter plus efficacement contre le feu d'hydrocarbures. Est-ce que ça, c'est... Oui, ça c'est chiant. L'étude des feux permet d'appréhender différemment un incendie domestique d'un incendie industriel. Les pompiers peuvent ainsi faire évoluer leurs équipements en fonction de la diversification des sources de risque. Oui, voilà. En gros, comme là, la question des hydrocarbures, c'est parce qu'il y a eu, avec l'arrivée des voitures, évidemment, il a fallu apprendre comment on gère un feu de véhicules, parce que c'est pas pareil, quoi. Donc d'où l'intérêt. Mais je pense pas que les mousses, c'était aussi tôt. Les mousses anti-incendie pour les hydrocarbures, ouais, je pensais pas que c'était 1930. Secourir les personnes. Les missions des pompiers ont également évolué vers le secours à personne. Ils sont le premier contact pour les situations d'urgence à partir de 1954 et l'apparition des véhicules de secours aux asphyxiés et blessés. Actuellement, seulement 7% des interventions du SDIS concernent des incendies. Et oui, aujourd'hui, c'est impressionnant de se dire que les pompiers font surtout du secours à personne. Enfin, c'est... Je crois que dans mon département, c'est 8%. 8% d'incendies et le reste, c'est de la... Non, attends. Ou c'est 80. Je pense que c'est pas 80-20, un truc comme ça. Je sais plus. De par le roi, les pompes publiques pour empêcher les incendies sans qu'on soit tenu de rien payer. Ça, c'est beau. Ah, d'accord. Attends. Ah, c'est rigolo. Le maire, profession. Alors, au grand machin. Ah, du coup, c'est les gardes-pompes. C'est marrant, du coup, c'est un... Parce que c'est des gardes-pompes qui font autre chose à côté. Enfin, forcément, parce que c'était donc un service, visiblement... Ouais, donc les gardes-pompes, c'était des SPV, en fait. C'était des sapeurs-pompiers volontaires. Parce que, regarde, ils font autre chose à côté. C'est rigolo, hein? Avec leurs adresses et tout. Donc tu peux courir vite, il y a un incendie! Vite! Ah, on voit là la vidéo, là? Ah oui, attends. Je pense qu'on la voit. Mais, on peut pas voir ça plus haut? Bon, il y a toujours des petits bugs. Bon, c'est chiant, on voit pas très bien. La mairie. Attends, qu'est-ce qu'ils veulent dire avec ça? Pétition des pompiers de Rouen pour la conservation des cloques? Hein? En plein contexte révolutionnaire, la décision est prise de décrocher les... Ah, les cloches! Il manquait un bout du titre.
des églises de Rouen pour les refondre. Le corps des pompiers de Rouen adresse alors une pétition expliquant l'importance du tocsin pour lutter contre l'incendie et protéger la population. Et ça y est, on a le nom tocsin qui apparaît. Donc les moyens d'alerte. Depuis toujours, phrase cliché, depuis toujours, l'homme a cherché à alerter, l'homme a cherché à créer, l'homme a cherché... Phrase cliché, c'est pas grave, on leur pardonne. Donc on alerte des menaces extérieures, incendies, gna gna gna. Au Moyen-Âge, une sonnerie de cloche spécifique à ces alertes est mise en place, le tocsin, avec une fréquence de 90 à 120 coups à la minute. À la Révolution française, c'est pour conserver ce moyen d'alarme efficace que de nombreuses cloches échapperont à la destruction de nos églises. Bah oui, parce que c'est important. Alors que les sirènes d'alarme se mettent en place dans les villes dès la fin du 19e siècle, le tocsin est utilisé dans certaines campagnes jusqu'aux années 1960. En 1948 est organisé sur toute la France un réseau de sirènes dit Réseau national d'alerte, donc le RNA, près des casernes de pompiers ou des mairies. Le signal d'alerte des sirènes doit être clairement audible et mobilisateur. Il se compose de 3 répétitions du cycle d'1 minute plein son et 41 secondes pour la montée et la puissance et la descente de la sirène. C'est pas ça tous les premiers mercredis du mois, c'est pas ça du coup? Les tests, pardon. Enfin, ce qu'on entend en test le premier mercredi du mois, c'est pas ça? Et ce qui est marrant, enfin non, c'est pas marrant, c'est que, tu vois, quand il y a eu Lubrizol, les gens, ils ont entendu cette sirène, apparemment, et pareil, ils ont pas... ils se sont dit, ah bah tiens, c'est bizarre, on n'est pas mercredi, enfin tu vois, il y a peut-être... Et encore, ça se trouve aussi, c'était je me rappelle plus. Mais ça... il y a des systèmes d'alarme, on n'a plus l'habitude, en fait. Aujourd'hui, Sabine apprend à lire jusqu'à après. À chaque fois, je m'arrête trop tôt et il répond juste après. Aujourd'hui, elles sont un élément du système d'alerte et d'information aux populations, le SEP, SIP, qui mobilise également les radios et les ensembles mobiles d'alerte, les comptes officiels gouvernementaux et sur les réseaux sociaux, les panneaux routiers à messages. Ah d'accord. Et en gros, c'est tous les moyens de prévenir. Okay. Il a noté que l'épisode de l'incendie Lubrizol à Rouen est à l'origine d'une réflexion sur une modernisation des moyens d'alerte. Bah oui, parce que voilà, moi, ce dont je me souviens, c'est qu'à Lubrizol, les gens ont entendu, ils n'ont pas trop checké. Putain, ça c'est chiant ça par contre là. On voit pas très bien là. Naissance des numéros d'urgence. Depuis le déploiement du téléphone dans les années 30, les particuliers ont la possibilité d'utiliser des numéros d'urgence en cas de danger. Le 18 dès 1932 pour rejoindre les pompiers et le 15 depuis 1978 pour être en relation avec le SAMU. En 1991, le 112 est mis en place en Europe comme numéro unique d'appel d'urgence. En France, il cohabite encore avec les 18 et 15, mais il est de plus en plus utilisé. En parallèle, le 114 s'adresse notamment aux malentendants et en permettant d'envoyer un message d'alerte par SMS ou fax. Tout à fait. Tout à fait. On devrait peut-être s'inspirer du système tsunami des Japonais pour remplacer ça. Après, comme justement, je pense que c'est pas une question d'habitude, parce que le principe du tsunami et tout, il y a une forme d'habitude, malheureusement. Alors que, les gens, quand ils ont entendu la sirène de Lubrizol, ils ne se sont pas dit, bah tiens, il y a un problème, parce qu'on n'a pas l'habitude de ça, quoi. Alors qu'au Japon, il y a souvent des tsunamis, il y a souvent des typhons. Genre, ouais, c'est pas une question d'habitude, en fait. Que les gens, ils se disent... bah ouais, enfin... Voilà. Je me demande. Alors les autres acteurs, donc on a la Croix-Rouge, la Défense passive et la naissance du SAMU. Donc la Croix-Rouge, c'est suisse. Donc en 1859, Henri Dunant vient en aide aux blessés de la bataille de Solferino et fonde le Comité international de secours aux blessés. En 1964 est créée la branche française de l'organisme à laquelle s'associe l'association des
Dames françaises et l'Union des femmes de France. Durant la Première Guerre mondiale, ces 3 sociétés deviennent des services auxiliaires de l'armée et sont très impliquées dans le transport et la prise en charge des blessés dans les hôpitaux militaires ainsi que dans le ravitaillement de la population. Elles fusionnent en 1940 pour former la Croix-Rouge française. Parce que là, vous voyez pas très bien, vous, mais c'est parce que j'ai pas énormément de... C'est pas facile pour me placer, là. Ah oui, la défense passive, je me demandais c'était quoi la défense passive tout à l'heure. En 1935, une loi crée la défense passive qui rassemble des militaires et des volontaires civils et assure la protection de la population face au risque des bombardements. La guerre déclarée, la défense passive ouvre des abris et creuse des tranchées dans les villes menacées. Elle organise aussi la distribution des masques à gaz et vient au secours des victimes au milieu des ruines. D'accord. Donc 35. Et naissance du SAMU, donc fin à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Prise en charge médicalisée des blessés avec la création des SMUR, services mobiles d'urgence et de réanimation. Tandis que la coordination de leur fonctionnement par le SAMU, système d'aide médicale d'urgence, est assurée dès 1968. Plan de masse, ouais, ça c'est les plans pour les interventions, je pense. Parce qu'évidemment, il y a besoin de plans, tu vois, sur certains bâtiments un peu particuliers. Les chefs ont accès au plan de ça, parce que bon, faut faire gaffe, les entrées, les voies d'eau, etc. C'est quoi ça? Secouriste. Ah ouais, d'accord, c'est le recensement des secouristes et tout ça. Organiser secours en amont. Il y a quand même beaucoup de texte, hein. C'est beaucoup, je trouve, en texte. Mais au moins, c'est une expo qui est complète, même si je me demande s'il n'y a pas un peu de redondance par rapport à tout ça, tu vois, le risque industriel. Je pense qu'il y a un petit peu de redite. Prévenir les risques naturels. Par exemple, toi, dans mon département, il y a beaucoup de carrières souterraines. Parce qu'il y a eu beaucoup d'exploitation des carrières, et puis même, il y a du calcaire, des choses comme ça. Donc on a des coins quand on intervient, il faut faire gaffe, quoi, parce que s'il y a un risque d'explosion et tout, et qu'en dessous, tu as une cavité, voilà. Donc on fait très attention. Donc on sait à peu près où sont les zones à risque sur la carte. Puis après, il y en a qu'on ne connaît pas, hein, évidemment. Ouais, planification, évidemment. L'idée étant... qu'est-ce qu'il nous disait? Le plan Orsec, délimitation des groupements d'intervention. Qu'est-ce qu'ils disent de beau, là? Ouais, attends. Donc le plan Orsec, organisation de la réponse de sécurité civile, est un dispositif permettant de coordonner à l'échelle départementale les services de secours, sapeurs-pompiers, SAMU, police, etc. Les services de l'État, la préfecture, par exemple, et les collectivités territoriales impliquées lors d'une catastrophe majeure. Son déclenchement permet au préfet de gérer l'ensemble des moyens pour réagir face à une situation d'urgence. Ah oui, mais ça, évidemment, c'est beaucoup d'organisation, de logistique, comme vous vous en doutez. Et évidemment, on apprend aussi des experts, des cas, de certaines expériences qui disent, tiens, on va peut-être repenser ça. Rien que là, quand il parlait de Lubrizol, que ça implique de repenser un peu certaines choses en amont. Donc c'est logique, ça évolue beaucoup. Oh, qu'elle est belle! Une des premières pompes.
On va aller voir si c'est dans le bureau. Il y a quelqu'un dans le bureau? Non? Bon, d'accord. Excusez-nous. Les grandes affiches. Ah, avec les conseils. Alors. Qu'est-ce qui nous... Du sang-froid. Si vos vêtements prennent feu. Ah, je ne cours pas. Ne courez pas. La course avive la flamme. Ne restez pas debout. Les flammes montent. Étendez-vous. Étouffez le feu en vous roulant sur le sol. Mais tu vois, c'est fou parce que je pense que quand ça t'arrive, tu dois tellement être en panique, quoi. C'est en général... Enfin, tu vois souvent dans les films les gens qui courent en... Oh, quelle horreur. Si vous apercevez une personne dont les vêtements brûlent... Oui, voilà, plutôt là, ce genre de conseil, même si, attention, entre ce que tu lis comme conseil, en gros, ce que tu sais, et quand ça t'arrive, comment tu réagis, parce que la peur, parce que plein de raisons, c'est compliqué, hein. Couchez-la sur le sol, enveloppez-la dans un tissu épais, fortement serré. Tapis, couverture de laine ou étoffe mouillée, à défaut, recouvrez-la de terre ou de sable. Vas-y, allez, creux, vas-y, fous-lui dessus de la... Oh là là. Terrible, terrible. Si vous avez à vous approcher du feu, n'oubliez pas que le coton et la rayonne flambent et communiquent le feu. La rayonne, une sorte de tissu particulier. La laine, le cuir, la soie naturelle et les tissus ignifugés résistent et ne se carbonisent que localement. Les tissus d'amiante... Oh là là. La bombe a crevé le plafond, elle a été neutralisée avec du sable sec. Le chef attaque le foyer principal. Un aide le foyer secondaire. Un autre écarte les rideaux et autres objets menacés. Du sang-froid, le désordre entrave les secours. Ah oui, attendez, vous ne voyez pas. Là. Ici. Les anciennes tenues de feu en amiante. Tu m'étonnes. Ne l'employez pas pour... Oh là là. Oui, le linge mouillé, oui, effectivement. Avant de descendre dans l'abri, fermez les portes et fenêtres, les compteurs de gaz, électricité. Oh là là. Oh, ça va, ils disent pas de la merde. Oh là là. Manufacture de tuyaux en toile. Toutes les affiches. Ah non, c'est un agrandissement. Il doit y avoir un film là, je pense. Hop. Salle de lecture. Bonjour. Allô? Il y a quelqu'un? Les gestes barrières, oui, on les respecte. Ah, il y a du gel. C'est bien, il y a du gel hydroalcoolique et de quoi désinfecter partout, c'est bien. Une personne à la fois au secrétariat, d'accord. Bon, nous n'allons pas les déranger plus longtemps. Ok. Ben voilà, je crois qu'on avait le tour de la petite expo, là. Je pense. Ouais. Je pense, ouais. Donc, effectivement, donc comme je vous le disais plus tôt, les expositions liées aux archives, c'est très, très, très différent par le ton des expositions typiques en histoire de l'art où tu vas avoir plein de tableaux. Là, il y a vraiment, on est vraiment dans c'est la discipline qui est l'histoire, donc c'est vraiment beaucoup de données, des informations précises. L'idée, c'est pas de dire qu'en histoire de l'art, c'est pas précis, c'est pas ça. Mais quand tu fais une expo en histoire de l'art, tu vas miser plutôt sur une belle manière. Enfin, tu as à la fois l'objectif de bien exposer les données, mais aussi que la disposition du tableau ne nuise pas à la lecture d'un autre tableau à côté. Enfin, tu dois faire très attention à ça. Là, comme on est dans une dynamique vraiment historique, avec des archives, l'idée, c'est vraiment l'information qui va être le truc le plus important. Alors, quand tu fais une expo en histoire de l'art, tu as l'information, mais tu as aussi l'œuvre à part entière pour elle-même qui va être appréciée par le public. Donc on fait très très gaffe à ça. Là, on est vraiment dans une dynamique historique autre.
Mais après, en soi, c'était une... Alors, et l'autre truc aussi, comme je vous disais, il y avait un petit peu de... Enfin, j'aurais misé plus sur une évolution historique avec l'explication au début, pompier, garde-pompe, le principe du toxin. Parce que tu vois, ça s'appelle toxin et sirène. Et au final, je trouve que dans l'expo, les toxins et la sirène, c'est amené un peu en substance, mais c'est... Enfin, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de données et d'informations qui... en gros, finalement, à la fin, tu dis oui, c'est vrai qu'on a vu le toxin par rapport à ça, mais ça reste plus des détails. Voilà. Mais en soi, l'expo est très bien, c'est juste qu'effectivement, au moins, tu sais dans quel type d'expo tu mets les pieds. Tu vois, toxin et sirène, en fait, ça te fait penser au monde pompier. Putain, mais il a l'air tellement blasé, lui. On dirait qu'il va te péter la gueule, tu vois. Ouais. Et il te regarde, il te juge. Il est en train de lire le chat, il est en train de lire ce que tu écris. Donc tu peux tout à fait lui dire, vas-y, dis-lui ce que tu as sur le cœur. Dis, vas-y le chat, écris aux pompiers qui te regardent et qui te jugent. Donc ouais, c'était... en tout cas, c'était une expo intéressante, je trouve. Donc toxin et sirène aux archives départementales de la Seine-Maritime. Je trouve qu'on a appris plein de choses. C'était une belle expo.